La prochaine grande découverte archéologique pourrait être cachée n'importe où. Peut-être qu'il est enfoui dans les sables égyptiens, caché dans une jungle sud-américaine, ou peut-être, juste peut-être, qu'il se trouve juste au coin de votre ville. On ne sait jamais où ils apparaîtront. Dans cette vidéo, racontons en quelques-uns. Numéro 1. Ruines médiévales en Finlande. Les élèves d'une école de Turku, en Finlande, ont été choqués début 2018 lorsque des travaux de rénovation à l'intérieur du gymnase de leur école ont mis au jour des ruines médiévales oubliées depuis longtemps. De nombreuses ruines médiévales de Turku ont été détruites en 1827 lorsqu'un énorme incendie a ravagé la ville et brûlé plus des 3/4 des bâtiments. L'école a été construite après l'incendie, mais on sait désormais que les travaux ont été réalisés directement sur les vestiges d'au moins 2 maisons médiévales et d'un tronçon de rue. Les archéologues pensent que s'ils continuaient à creuser et soulevaient également la cour de l'école, ils découvriraient une plus grande partie de la rue et probablement plusieurs maisons supplémentaires. L'école n'est pas très enthousiaste à cette idée et souhaiterait que les archéologues leur rendent leur gymnase. Les autorités locales ont également récemment tenté de trouver un moyen de préserver les ruines antiques sans causer de dommages à l'école. Une option possible serait de terminer les fouilles des ruines, de remettre le sol du gymnase sur le dessus et d'ouvrir en même temps un musée souterrain. Numéro 2. Bague médiévale en Israël. Début 2018, le jardinier de Kel Ben Chitri entretenait des plantes dans des jardins communautaires de Galilée lorsqu'il a découvert un petit anneau dans la végétation. Il l'a ramassé, l'a nettoyé et a été fasciné de voir une figure humaine gravée sur sa surface. De Kel était curieux d'en savoir plus sur ce qu'il avait trouvé, alors il a posté une photo sur Facebook et a demandé conseil. C'est laquelle a attiré l'attention des historiens et archéologues locaux, qui ont pu rapidement confirmer que la bague remonte à l'époque médiévale et que le personnage qui y est représenté est bien Saint Nicolas. Cela expliquerait pourquoi il a une auréole et porte une crosse d'évêque. Il ne sera peut-être jamais possible de déterminer l'âge exact de la bague, mais il est probable qu'elle ait été fabriquée entre le XIIe et le XVe siècle. Saint Nicolas est associé au Père Noël ou au Père Noël dans le monde occidental, mais à l'époque médiévale, il était le saint patron des voyageurs, des marins, des marchands et des pèlerins. L'anneau appartenait très probablement à un pèlerin voyageant vers ou depuis la côte, mais il pourrait aussi avoir appartenu à un marchand. Numéro 3. Nécropole de Minya. La nécropole antique la plus célèbre d'Égypte est Saqqara, qui a livré d'innombrables découvertes archéologiques ces dernières années et continuera probablement à le faire au cours de la prochaine décennie. Cependant, c'est loin d'être la seule nécropole antique notable du pays. En février 2018, les archéologues en ont découvert un autre à Minya, à plus de 240 km au sud du Caire. Bien que des cimetières aient déjà été découverts à Minya, celui-ci, datant de la fin de la période pharaonique, avait été jusque-là négligé, bien qu'il soit beaucoup plus grand. Certaines des tombes trouvées dans la nécropole appartiennent à des personnes connues des égyptologues, notamment les grands prêtres de Thau et leurs proches. L'un d'eux est spécifiquement nommé Djeutir Dieh, l'un des 5 grands prêtres de la divinité, qui est enterré avec pas moins de 40 membres de sa famille et de nombreuses figurines, exemples de poteries fines et autres objets funéraires. Jusqu'à présent, les archéologues ont ouvert et exploré entièrement 13 sites funéraires et d'autres seront à venir dans le futur. Peut-être que la nécropole de Minya sera un jour aussi connue que Saqqara. Numéro 4. Gants de boxe romains. La boxe existe en tant que sport depuis presque aussi longtemps que les humains parcourent la Terre. Il semble qu'il y ait toujours eu des athlètes prêts à se battre pour la suprématie et qu'il y ait toujours eu des foules prêtes à les encourager également. Les premières références que nous avons à la boxe en tant que sport remontent à il y a 3000 ans dans l'Égypte ancienne. Mais une découverte récente en Northumbrie, en Angleterre, a montré que les anciens Romains étaient également fans de cette douce science. Trouvés dans le fort romain de Vindolanda, dans la région, ces 2 paquets de cuir sont des gants de boxe primitifs et datent d'environ 1000 ans. Bien que nous sachions que les Romains aimaient la boxe, ce sont les 2 seuls gants survivants qui ont été retrouvés. On pense que différentes unités de l'armée romaine se sont battues lors de matchs de boxe pour le droit de se vanter et la suprématie. Ses amis étaient également connus pour aimer parier sur l'issue des combats. Cette paire particulière était bien portée et aimée, leurs propriétaires pensaient suffisamment à eux pour les réparer plutôt que de les jeter,
ne le faisant probablement que lorsqu'ils étaient finalement irréparables. Numéro 5. Ancienne flèche du Yukon. Le Yukon, la province la plus au nord-ouest du Canada, est un endroit étonnamment glacé. Cependant, ces dernières années, la glace a commencé à fondre, libérant ainsi des reliques du passé. En janvier 2018, des archéologues du Yukon ont découvert une flèche à tête de cuivre dont la pointe était toujours fermement attachée à sa tige barbelée. L'arme est dans un état presque intact, mais elle a plus de 1000 ans. Il s'agit de l'un des plus anciens artefacts en cuivre jamais découverts dans le nord du Canada. Selon les historiens canadiens, la flèche aurait été tirée par un ancien chasseur cherchant à ramener un caribou chez lui pour sa viande. Au moment où elle a été tirée, la flèche constituait une amélioration technologique récente. Jusqu'il y a environ 1000 ans, les chasseurs de la région utilisaient des armes de jet appelées atlatl à la place des flèches, car l'arc et les flèches n'avaient pas été inventés dans cette partie du monde. Numéro 6. Vieille pièce d'échec. Nous nous dirigeons vers la Norvège, où les archéologues pensent qu'ils pourraient être sur le point de retracer les origines des échecs. Cette pièce d'échec vieille de 800 ans a été découverte à Tensberg en janvier 2018. Tensberg a toujours suscité l'intérêt des archéologues norvégiens car c'est la plus ancienne ville du pays. La pièce d'échec a été découverte dans les ruines d'un bâtiment du Xe siècle et proviendrait de la même époque. L'artefact est fait de bois de cerf et peut avoir autrefois eu un support en plomb inséré en son centre pour garantir qu'il reste droit lorsqu'il est placé sur une planche. Ce qui a suscité l'intérêt des experts, c'est le fait que la pièce est conçue conformément aux traditions islamiques, sans figure humaine représentée à sa surface. La présence de la pièce en Norvège donne encore plus de poids à la théorie selon laquelle les échecs sont arrivés en Europe en provenance du Moyen-Orient, où ils étaient certainement joués au VIe siècle et pourraient remonter encore plus loin. L'absence de figure humaine rend difficile l'identification de la pièce, mais les experts sont presque sûrs qu'il s'agit d'un cheval. Numéro 7. Support gonzo. Peu importe où vous vivez dans le monde, vous avez probablement entendu parler des Muppets. Ce sont probablement les personnages de marionnettes les plus célèbres de l'histoire. Si vous avez entendu parler des Muppets, vous avez probablement aussi entendu parler de Gonzo, ce qui signifie que vous pourriez voir une ressemblance entre Gonzo et cette étrange sculpture médiévale. Il a été découvert lors des fouilles du Lincoln Eastern Bypass à Washington, en Angleterre, début 2018. Bien que la ressemblance avec Gonzo soit forte et indéniable, le nom correct pour cet artefact est encore Corbellement. Il a été sculpté au XIIe siècle et ornait probablement autrefois une chapelle ou une église. Son apparence nous paraît aujourd'hui un peu comique, mais au XIIe siècle, son but était de terrifier les gens. La personne qui a sculpté le corbeau espérait que ceux qui fréquentaient l'église le verraient et seraient si effrayés qu'ils abandonneraient toute pensée de commettre des péchés, de peur d'être attaqués et dévorés par l'un de ces démons au visage bec. La fabrication de corbeaux est une tradition importée de France en Grande-Bretagne après la conquête normande de 1066. Ce sont les Normands qui ont appris aux Britanniques comment construire leurs églises en pierre. Avant cela, ils étaient principalement fabriqués en bois. Numéro 8. Jeux anciens mystérieux. Nous savons que nos ancêtres adoraient jouer à des jeux de société. La plupart des jeux de société auxquels nous jouons aujourd'hui sont basés sur des jeux inventés il y a des centaines, voire des milliers d'années. Cependant, certains des jeux conçus par nos ancêtres nous sont totalement mystérieux car ils n'ont pas pensé à nous laisser les instructions pour les trouver. Prenons par exemple le jeu de société retrouvé dans la tombe d'un prince germanique à Poprad, en Slovaquie, en 2006. Le plateau est endommagé mais assez bien conservé, mais cela n'a pas aidé les historiens à l'identifier. Au mieux de leur capacité, cet ancien jeu de société n'a d'équivalent nulle part ailleurs dans le monde. Il a environ 1600 ans et est divisé en carrés comme un échiquier. Des pièces de jeu vertes et blanches ont été trouvées avec le plateau, mais trouver les pièces ne nous indique pas comment les utiliser. Ce n'est pas inhabituel, nous ne savons pas vraiment comment jouer à l'ancien jeu de société viking Nefatafl, même si plusieurs experts en jeux de société modernes ont tenté d'en reconstruire les règles. Nous ne sommes pas non plus sûrs de l'ancien jeu de société romain Ludula Trinculorum. Numéro 9. Trésor enfoui.
Lors de travaux de construction dans la ville de Shaoyang, près de Yingtan, dans la province du Jiangxi, en Chine, un surprenant trésor enfoui de 300 000 pièces de cuivre a été découvert. À de très rares exceptions près, ce sont toutes des pièces Wen et ont été frappées sous la dynastie Song, qui a commencé en 960 et a duré jusqu'en 1279. Personne ne sait comment les pièces sont arrivées là, mais le folklore local dit qu'il s'agit du trésor personnel d'un mystérieux propriétaire foncier qui a tout enterré sous les fondations de sa maison il y a 1000 ans. Cependant, il est peu probable que cela soit vrai, car les pièces de cuivre n'avaient pas particulièrement de valeur. Il est évidemment utile d'en posséder 300 000, mais un propriétaire foncier les aurait échangées contre des lingots d'or ou d'argent pour faciliter la gestion et le stockage de sa richesse. Cela soulève la question de savoir à qui appartenaient réellement ces pièces et pourquoi ils conservaient leur richesse en monnaie de cuivre au lieu de l'échanger contre quelque chose de plus précieux. Nous ne le saurons probablement jamais. Numéro 10. Charles-Léonard de Vinci. Le maître italien de la Renaissance, Léonard de Vinci, revendique fortement le fait de posséder le plus grand esprit de l'histoire de l'humanité. Le mathématicien était à des années-lumière de son temps en matière d'art, de science, de biologie et de sculpture, et il semble qu'il pouvait également prédire l'avenir du combat militaire. Bien avant qu'un char ne traverse les champs d'Europe ou n'importe où ailleurs dans le monde, Da Vinci avait eu une idée de base de ce à quoi il pourrait ressembler. Il n'a jamais construit de prototype basé sur sa conception, mais les principes fondamentaux sont solides. Le char de Da Vinci disposait d'un espace pour des tromblons orientés vers l'extérieur et d'une partie supérieure amovible qui pouvait être ouverte pour faciliter la vision du conducteur. Les roues étaient probablement trop fines pour être utiles dans un champ boueux et la conception de la manivelle de l'essieu semble défectueuse, mais nous ne devrions pas lui en vouloir. Toutefois, cette conception constitue un modèle de base pour l'avenir. En fait, un groupe d'ingénieurs a réussi à construire un modèle fonctionnel du char basé sur les plans de Da Vinci en 2010. Numéro 11. Vieux sismographe. Il serait très utile de savoir quand les tremblements de terre surviennent. Les zones pourraient être évacuées avant qu'une catastrophe ne se produise et de nombreuses vies pourraient être sauvées. Nous avons du mal à prédire les tremblements de terre au XXIe siècle, même avec toute la merveilleuse technologie dont nous disposons. Et pourtant, les anciens Chinois tentaient de faire de telles prédictions au IIe siècle. Ils ont utilisé des appareils comme ce sismographe fabriqué par Zhang en l'an 132. Bien qu'il puisse ressembler à un vase richement décoré, l'appareil de Zhang est incroyablement sensible et sophistiqué. Lorsqu'il est placé au sol, il peut détecter des tremblements se produisant à des kilomètres de distance, en balançant un pendule à l'intérieur de l'artefact. Si le swing dépasse un certain niveau de sécurité, il lâche l'une des balles dans la gueule des dragons fixés sur les côtés du sismographe, laissant tomber la balle dans la gueule d'une grenouille. Cela indique non seulement aux observateurs qu'un tremblement de terre approche, mais leur donne également une idée de la direction d'où il vient. Ce n'était probablement pas très précis en termes de prévision de direction et n'aurait pas donné beaucoup d'avertissements, mais c'était certainement mieux que pas d'avertissement du tout. Numéro 12. Sacsayhuaman, à la périphérie nord de Cusco, au Pérou, est un immense complexe culminant à 3701 mètres d'altitude. Construite au XVe siècle sous la direction du Sapa Inca Pachacutec et de ses successeurs, les réalisations architecturales de Sacsayhuaman continuent de soulever des questions sur les capacités des civilisations préhistoriques. La structure est célèbre pour ses colossaux murs en pierre sèche composés d'énormes blocs taillés avec une telle précision qu'ils s'emboîtent parfaitement sans avoir besoin de mortier. La précision est telle que même un morceau de papier ne peut pas se glisser entre de nombreuses pierres. Cette technique met non seulement en valeur la compréhension avancée des Incas en matière de maçonnerie, mais également leur capacité à manipuler de grosses pierres pour résister à l'activité sismique qui secoue fréquemment la région. On estime que la plus grosse pierre pèse près de 200 tonnes et la question demeure, comment ont-elles été transportées et taillées avec une telle précision en utilisant la technologie limitée disponible à cette époque? L'emplacement stratégique de la forteresse sur une colline escarpée offre une vue imprenable sur la vallée de Cusco,
suggérant son utilisation comme bastion militaire. Cependant, la complexité et l'élégance de la pierre suggèrent qu'elle avait également un rôle cérémoniel important. La vaste place et les grandes terrasses aux murs en zigzag imitant les dents d'un puma, ainsi que l'alignement du site avec les événements célestes, montrent son importance spirituelle pour les Incas. La construction de Sacsayhuaman est remarquable étant donné que les constructeurs incas utilisaient principalement des outils en bronze ou en pierre. Les Incas ont façonné les énormes pierres avec une telle précision que les murs ont résisté à des siècles de catastrophes naturelles. Des expériences modernes, comme celle de Denis Lin, ont tenté de reproduire la précision des maçons incas, mais atteindre la précision des joints de pierre reste difficile, augmentant le mystère de leur méthode de construction. Au fil des siècles, Sacsayhuaman a subi des pillages et des destructions, notamment lors de la conquête espagnole, lorsque de nombreuses pierres ont été réutilisées pour construire la ville coloniale de Cusco. Aujourd'hui, il ne reste que les plus grosses pierres, trop lourdes pour être déplacées, permettant d'imaginer la grandeur originelle de Sacsayhuaman. À l'ère moderne, Sacsayhuaman est devenu un symbole de fierté culturelle. C'est le cadre d'Inti Raymi, le festival inca du solstice d'hiver, qui attire des milliers de touristes et d'habitants locaux venus découvrir la tradition inca et rendre hommage à l'ingénierie de leurs ancêtres. Numéro 13. Des pratiques funéraires vieilles de 5500 ans. Enterrer les morts dignement était une étape importante dans le développement de nos anciens ancêtres. Les pratiques et rituels funéraires varient considérablement d'un endroit à l'autre et d'une époque à l'autre, mais les archéologues sont surpris par la sophistication de ce site funéraire récemment découvert dans le sud-est de la Pologne. Il s'agit d'une grande rangée de tumulus mégalithiques qui contenaient autrefois 12 tombes bordées de pierres de 45 mètres de long. Les murs étaient soutenus par des palissades en bois, dont une a survécu jusqu'à nos jours, avec une entrée à une extrémité et un atrium au milieu. Cela aurait été un endroit plutôt élaboré pour enterrer les morts et aussi pour que les proches viennent leur rendre visite. Considérant qu'il a été construit il y a environ 5500 ans, il est étonnamment avancé pour l'époque. Cependant, il se peut que ce ne soit pas le lieu de repos final des personnes qui y étaient placées. Les preuves archéologiques trouvées sur le site suggèrent que les corps étaient périodiquement retirés pour être remplacés par de nouveaux. Il se pourrait donc que des personnes aient été placées ici pour une brève période de deuil avant d'être définitivement enterrées ailleurs. Numéro 14. Dans la verdure du comté de Meath, en Irlande, se trouve Newgrange, un tombeau néolithique plus ancien que Stonehenge et les pyramides égyptiennes. Construit vers 3200 avant J.C., il fait partie du complexe Brunabouan, un site du patrimoine mondial qui comprend également les tombeaux de Knowth et Dowth. Newgrange est un grand monticule circulaire entouré de pierres gravées d'art mégalithique. La structure mesure 85 mètres de large et 12 mètres de haut et a été construite avec environ 200 000 tonnes de terre et de pierres provenant d'endroits éloignés tels que les monts Mourne et Wicklow. Au centre de Newgrange se trouve un passage en pierre menant à une chambre cruciforme utilisée pour enterrer les ossements humains brûlés et non brûlés, suggérant leur utilisation dans les rites funéraires. Le passage est aligné pour capturer le lever du soleil du solstice d'hiver à travers un coffre de toit, inondant la chambre intérieure de lumière du soleil et soulignant l'importance astronomique de la tombe. Les archéologues pensent que Newgrange avait un objectif religieux ou cérémonial, souligné par son art complexe et sa sophistication architecturale. La façade, principalement constituée de blocs de quartz blanc, et la présence d'un cercle de pierres environnantes accentue encore son importance cérémonielle. L'importance historique du site est renforcée par son rôle dans la mythologie irlandaise, où l'on pense qu'il abrite des divinités telles que le Dagda et son fils Angus. Les récits mythologiques indiquent que Newgrange n'était pas seulement un monument, mais une figure centrale des histoires de souveraineté et de divinité, où les royaumes célestes et terrestres se rencontraient. Les études archéologiques, notamment celle de Michael J. O'Kelly entre 1962 et 1975, ont été cruciales pour révéler les secrets de Newgrange. Les reconstructions d'O'Kelly, telles que la restauration de la façade du tombeau pour faciliter l'accès des visiteurs, bien que controversées, ont contribué à préserver cette ancienne structure.
De plus, l'art de Newgrange, avec ses gravures de spirales, d'arcs et de motifs géométriques, montre une compréhension avancée du design et du symbolisme. On pense que ces gravures, principalement sur la pierre d'entrée et les pierres du plat-bord, ont une signification rituelle au-delà du décor.